Après une énième insulte, ma femme m'a dit que je reviendrais en rampant la supplier. J'ai simplement souri et répondu peut-être, avant d'accepter l'offre d'emploi à l'étranger que je gardais. Quelques semaines plus tard, un inconnu a frappé à ma porte, me cherchant. Elle a croisé les bras, m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qu'aucun homme ne devrait jamais entendre de la femme avec qui il partage sa vie, disparaît. Tu reviendras en rampant, me suppliant de t'accepter. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit de ce qu'elle attendait. J'ai juste répondu, peut-être. Et j'ai fermé la porte. C'était tout. Pas de drame, pas de scène, pas de larmes, juste ce, peut-être, suspendu dans l'air comme une promesse qu'elle ne comprenait pas encore. 3 semaines plus tard, j'ai signé un contrat qui dormait dans un tiroir depuis des mois. J'ai accepté un emploi à Port-sur-Mer, dans un autre pays, j'ai fait mes valises, ce qui n'était pas grand-chose, et je suis parti sans me retourner. Et puis, au milieu de cette nouvelle vie qui commençait à peine, un homme que je n'avais jamais vu auparavant est apparu à ma recherche. Ce que cet homme avait à me dire allait changer tout ce que je pensais savoir des 9 années que je venais de laisser derrière moi. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, je dois vous raconter depuis le début. Parce que cette histoire n'a pas commencé cette nuit-là. Elle a commencé bien plus tôt, au moment exact où j'ai décidé que l'amour ne devait pas faire autant souffrir et que se taire n'était pas la même chose qu'accepter. Je m'appelle Rémi. J'ai 47 ans et pendant 9 ans de ma vie, j'ai été l'homme invisible au sein de mon propre mariage. Pas invisible au monde, invisible pour elle. Adeline était le genre de femme qui remplissait n'importe quelle pièce de sa présence, confiante, décisive, avec une façon de parler qui faisait que tout le monde l'écoutait. Quand elle entrait quelque part, les gens la remarquaient. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une bonne chose. Je pensais qu'être près de quelqu'un comme ça me rendait meilleur. J'avais tort, car il y a une énorme différence entre quelqu'un qui brille et quelqu'un qui éteint tout autour de lui pour briller plus fort. Et Adeline éteignait. Elle le faisait lentement, élégamment, presque d'une manière que l'on ne reconnaissait même pas au début. Un commentaire par-ci, une comparaison par-là, un regard quand je disais quelque chose en public qu'elle jugeait inintelligent. Des corrections à voix basse qui, avec le temps, n'étaient plus si basses. J'ai vécu les 3 premières années convaincu que c'était de l'amour. C'est juste qu'elle était comme ça, directe, exigeante, passionnée. Elle me disait qu'elle me corrigeait parce qu'elle s'en souciait, que si elle ne s'en souciait pas, elle ne me regarderait même pas. Et je la croyais. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il vous fait du mal par amour et que vous ne savez pas clairement où l'amour finit et où le mal commence, vous finissez par confondre les deux choses plus longtemps que vous ne le devriez. Je travaillais comme coordinateur technique dans une entreprise de logistique internationale. J'étais dans le secteur depuis 11 ans. J'avais une bonne réputation, de bons résultats et des collègues qui me respectaient. Je gagnais 5 000 € par mois. Je n'étais pas millionnaire, mais j'étais un homme responsable, ordonné, qui tenait toutes ses promesses. Pour Adeline, ce n'était pas suffisant. 5 000 € pour un homme de ton âge, c'est insuffisant, m'avait-elle dit une fois, comme si elle commentait la météo, sans malice apparente dans sa voix, presque avec compassion. C'était la chose la plus difficile à supporter, qu'elle le dise sans colère. Elle le disait comme un fait, comme si c'était quelque chose de si évident que cela ne méritait même pas d'être discuté. Et je restais silencieux, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais appris que répondre ne faisait que prolonger la douleur. Que si je discutais, elle trouvait un moyen de me faire finir par m'excuser d'être contrarié. Alors, je me taisais, j'accumulais et je continuais. Pendant 9 ans, j'ai accumulé beaucoup de choses. La nuit où elle m'a dit de disparaître n'était pas la première fois qu'elle m'humiliait, mais c'était la première fois que quelque chose en moi se brisait différemment. Pas avec de la colère, pas avec de la tristesse, mais avec de la clarté. C'était comme si après des années à regarder quelque chose de flou, tout se mettait soudainement au point. Nous étions dans le salon de notre maison de Ville-Lumière. Une dispute qui avait commencé pour quelque chose de petit, comme toujours, parce que les grandes disputes ne commencent jamais pour de grandes choses. Elles commencent par un ton de voix, par un regard, par une réponse qui arrive une seconde trop tard ou une seconde trop tôt. Elle avait parlé pendant plusieurs minutes. J'écoutais et à un moment donné, j'ai cessé de répondre, non par indifférence, mais parce que je n'avais rien de nouveau à dire. Nous avions eu cette conversation trop de fois. Je connaissais déjà chaque rebondissement, chaque argument, chaque fin.
c'est laquelle a croisé les bras. Ce geste, je le connaissais trop bien. Ce geste qui signifiait que la conversation était terminée pour elle. Que ce qui suivait n'était qu'une conséquence de mon attitude. Et elle m'a dit de disparaître avec ce calme. C'est pire que n'importe quel cri, avec cette certitude de quelqu'un qui est absolument convaincu d'avoir raison. De quelqu'un qui a été en contrôle si longtemps qu'il n'envisage même pas la possibilité d'avoir tort. Disparais. Tu reviendras en rampant, me suppliant de t'accepter. Je l'ai regardée en silence pendant quelques secondes et j'ai répondu, peut-être. Elle a froncé les sourcils un instant. Juste un instant. Parce que ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Elle s'attendait à des excuses ou à une dispute ou à une réaction qui confirmerait que j'étais toujours l'homme qu'elle pouvait gérer avec une seule phrase. Mais je ne lui ai rien donné de tout ça. Je me suis retourné, je suis allé au bureau, j'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai sorti une enveloppe qui s'y trouvait depuis des mois, un contrat, une offre d'emploi à Port-sur-Mer, dans un autre pays, que j'avais reçu il y a près de 4 mois. Je l'avais gardé en silence parce qu'à l'époque je croyais encore que les choses pouvaient s'améliorer. Je me disais encore que chaque mariage a des moments difficiles, que tenir bon n'était pas la même chose qu'abandonner. Cette nuit-là, j'ai cessé de me le dire. J'ai pris le contrat, cherché un stylo dans le tiroir et signé sans drame, sans annonce, sans donner à Adeline la satisfaction de voir quelque chose trembler en moi. J'ai signé, rangé l'enveloppe, et cette même nuit, j'ai commencé à passer les appels nécessaires pour tout mettre en œuvre. 3 semaines plus tard, j'étais à l'aéroport avec 2 valises et un bagage à main. Adeline n'est pas venue me dire au revoir. Elle ne m'a même pas appelé. Ce matin-là, je suis monté dans l'avion, je me suis assis près du hublot, et tandis que l'avion prenait de l'altitude et que les lumières de la ville rapetissaient en dessous de moi, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti quelque chose que j'ai mis un moment à identifier. C'était du soulagement. Un soulagement profond et tranquille. Comme quand vous lâchez quelque chose de très lourd que vous avez porté si longtemps que vous ne vous souvenez plus ce que c'est de marcher sans ce poids. Je me suis promis quelque chose à ce moment-là, alors que les nuages recouvraient tout ce que je laissais derrière moi. Je me suis promis de ne plus jamais confondre endurer avec aimer. De ne plus jamais appeler maturité ce qui était en réalité de la peur et que si je revenais un jour, ce ne serait pas en rampant. Ce que je ne savais pas encore, c'est que quelques semaines plus tard, un homme que je n'avais jamais vu de ma vie apparaîtrait à ma recherche, et que ce qu'il aurait à me dire allait absolument tout changer. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un petit hôtel près de l'aéroport du pays où je venais d'arriver. Une chambre simple, un lit ferme, un ventilateur de plafond qui tournait lentement, moi assis au bord du lit, ma valise encore fermée, fixant le mur comme si j'attendais qu'il me dise quelque chose. Je n'ai pas ressenti de soulagement immédiatement. Ce serait un mensonge. Ce que j'ai ressenti, c'était une sorte de silence intérieur que je ne reconnaissais pas. Comme quand on éteint une musique qui a joué si longtemps qu'on ne l'entendait même plus. Et soudain, le silence semble étrange, presque inconfortable. Votre corps ne sait pas comment rester immobile parce qu'il a été en tension constante pendant des années. Et quand cette tension disparaît, la première chose que vous ressentez n'est pas la paix, c'est l'étrangeté. Je suis resté éveillé jusqu'après 2 heures du matin, ne pensant pas à Adeline, pensant à moi, à quand j'avais cessé d'être le protagoniste de ma propre vie, à quel moment exact j'avais commencé à organiser chacune de mes décisions autour de ces réactions. Combien de fois j'avais dit oui quand je voulais dire non, juste pour éviter l'épuisement de ce qui venait après. 9 ans, c'est long. 9 ans laissent des traces. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai pris une douche et je me suis préparé pour le premier jour à l'entreprise. Le contrat que j'avais signé me plaçait comme coordinateur des opérations régionales. C'était un poste avec plus de responsabilités que je n'en avais eu auparavant, avec une équipe à diriger et un salaire de 8 000 € par mois, presque le double de ce que je gagnais. Lorsque j'avais reçu cette offre 4 mois plus tôt, ma première réaction avait été l'enthousiasme. Ma deuxième réaction, presque immédiate, avait été de la ranger dans le tiroir sans rien dire à Adeline. Non pas parce que je voulais lui cacher quelque chose, mais parce que je savais déjà comment elle réagirait. Je pouvais déjà entendre sa voix me dire que c'était fou, qu'à mon âge, on ne recommence pas à zéro dans un autre pays. Que c'était irresponsable, qu'elle n'allait pas bouger sa vie pour un caprice de ma part. Et moi, comme toujours, j'aurais fini par être d'accord avec elle. Alors, j'ai rangé l'enveloppe et j'ai attendu sans savoir exactement ce que j'attendais. Jusqu'à cette nuit-là.
Elle a croisé les bras et m'a dit de disparaître. L'entreprise se trouvait à 20 minutes de l'hôtel en transport en commun. Je suis arrivé à l'heure, me suis présenté à la réception et ils m'ont conduit directement dans une salle où l'équipe m'attendait. 9 personnes, d'âges différents, de profils différents, mais toutes avec cette attitude de quelqu'un habitué à travailler sérieusement. Je les ai aimés dès le premier instant, et eux, comme ils me l'ont dit plus tard, étaient également ravis de cette première rencontre. Parmi les 9, il y en avait un qui se distinguait des autres dès le début. Il s'appelait Stéphane. Il était dans l'entreprise depuis 8 ans. Il connaissait chaque processus par cœur et avait ce genre d'humour sec et précis que j'avais toujours aimé. Ce n'était pas le genre à trop parler, mais quand il parlait, il disait quelque chose qui valait la peine d'être écouté. Au premier déjeuner, nous nous sommes assis ensemble presque par hasard. Nous avons parlé du travail pendant les premières minutes, puis de la ville, des différences avec d'autres pays où nous étions allés, de petites choses. Et à un moment donné de cette conversation, Stéphane m'a demandé si c'était la première fois que je travaillais en dehors de mon pays. Je lui ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais laissé de la famille derrière moi. J'ai hésité une seconde avant de répondre. J'ai laissé un mariage, ai-je dit. Stéphane a hoché la tête lentement sans poser de questions auxquelles je ne lui avais pas donné l'occasion de poser, ce qui m'en disait déjà beaucoup sur le genre de personne qu'il était. Une de ces relations où à la fin on ne savait plus qui on était. A-t-il demandé après un moment, presque comme s'il pensait tout haut. Je suis resté immobile une seconde. Oui, ai-je répondu. Exactement une de celles-là. Il a hoché la tête à nouveau. Bienvenue de l'autre côté, a-t-il dit, et il a continué à manger. Nous n'en avons plus parlé ce jour-là. Mais cette phrase est restée gravée en moi d'une manière inattendue. L'autre côté, comme si ce que j'avais fait n'était pas fuir quelque chose, mais arriver à quelque chose. Comme si fermer cette porte et ne pas regarder en arrière était en fait le début d'un chemin, pas la fin d'un chemin. J'ai commencé à le croire. Les 2 premières semaines ont été intenses de la meilleure façon possible. Le travail exigeait ma pleine concentration. Les projets étaient réels. Les délais étaient serrés et l'équipe dépendait de mon leadership pour bien s'organiser. Je logeais dans un appartement temporaire que l'entreprise prenait en charge le temps que je trouve quelque chose de permanent. Pour la première fois depuis des années, mes journées avaient un rythme qui n'était que le mien. Je me levais quand je voulais, mangeais ce que j'avais envie, travaillais avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, parce que je n'étais plus en permanence attentif à un message, un ton, un signe qui me dirait de quelle humeur elle était et comment je devais me comporter en conséquence. J'arrivais à l'appartement le soir, m'asseyais en silence, et ce silence ne me pesait pas. Il me nourrissait. Adeline m'a appelé 2 fois pendant ces premières semaines. La première fois, je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une impulsion de colère ou de fierté. Je n'étais tout simplement pas prêt. Je n'avais rien à lui dire qui ferait du bien. La deuxième fois, j'ai répondu. Ce fut une courte conversation. Elle a parlé avec cette voix contrôlée qu'elle utilisait quand elle était furieuse, mais ne voulait pas le paraître. Elle m'a dit que j'agissais de manière irresponsable, que ce que je faisais était une fuite, pas une décision, que quand ma crise de colère serait passée, j'allais réaliser l'erreur que je faisais. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, je lui ai dit que c'était bon, de ne pas s'inquiéter. Silence à l'autre bout. C'est tout ce que tu as à me dire, a-t-elle demandé. Pour l'instant, oui, ai-je répondu. J'ai raccroché. J'ai regardé le téléphone un instant et j'ai réalisé que cette conversation qui, à une autre époque, m'aurait noué l'estomac pendant des heures, cette fois-ci ne m'avait pas du tout ému. Non par indifférence cruelle, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je me tenais sur un terrain ferme, et de là, les choses semblent différentes. C'est exactement au début de la 3e semaine que quelque chose d'inattendu s'est produit. Stéphane est venu travailler avec une expression différente, plus sérieuse. Il m'a demandé de déjeuner seul, sans le reste de l'équipe. Quand nous nous sommes assis, il a mis un moment avant de commencer à parler. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose qu'il ne savait pas s'il devait me dire, que ce n'était pas son genre de se mêler des affaires des autres. Mais il y avait une chose que, s'il était à ma place, il voudrait savoir. Je l'ai regardé en silence, attendant. Il m'a dit qu'il avait un contact dans la ville de Ville-Lumière où j'avais vécu, quelqu'un avec qui il restait en contact pour des affaires professionnelles, et que ce contact avait mentionné quelque chose lié à mon nom,
à ma situation et à un homme qui posait des questions sur moi. Un homme qui voulait me trouver, qui voulait me parler, et qui, d'après ce que Stéphane avait pu découvrir, n'était pas un recouvreur de créances, ni quelqu'un du travail, ni quelqu'un avec qui j'avais laissé des dettes en suspens. C'était quelqu'un qui prétendait avoir des informations sur Adeline, sur des choses qui s'étaient passées pendant notre mariage. Que d'après cet homme, je ne savais pas. Je suis resté complètement immobile. Le bruit du restaurant continuait autour de moi comme si rien ne s'était passé. Des gens qui parlaient, des assiettes, de la musique de fond, tout était normal, tout était pareil. Mais quelque chose venait de changer ma position comme une pièce qui bougeait dans un mécanisme que j'essayais de comprendre depuis des années et qui soudain commençait à prendre sens. « Connaissez-vous le nom de cet homme » ai-je demandé à Stéphane. Il a hoché la tête lentement. Et quand il m'a dit le nom, j'ai senti le sol bouger d'1 centimètre sous mes pieds. Je ne le connaissais pas, mais ce qui est venu après l'avoir rencontré allait faire s'écrouler tout ce que je pensais savoir de mon mariage, couche après couche, jusqu'à exposer quelque chose que je n'aurais jamais imaginé trouver. Stéphane m'a donné le numéro cet après-midi-là. Il l'a écrit sur un petit morceau de papier à la main, comme s'il ne voulait pas qu'il y ait de traces sur un téléphone. Il me l'a tendu sans en dire beaucoup plus. Il a juste ajouté que son contact lui avait dit que cet homme essayait de me localiser depuis plus de 2 semaines. Qu'il n'avait pas fait pression. Il n'avait pas menacé. Il avait simplement demandé avec une insistance tranquille, à la manière de quelqu'un qui sait qu'il a le temps. Mais qui sait aussi que ce qu'il porte ne peut pas attendre indéfiniment. Je n'ai pas appelé cette nuit-là. Je me suis assis dans l'appartement avec un papier à la main et je l'ai regardé un bon moment. J'ai pensé à toutes les raisons pour lesquelles ce pourrait être une mauvaise idée. J'ai pensé que je ne connaissais pas cet homme, que je ne savais pas ce qu'il voulait exactement, que ce pourrait être quelque chose d'insignifiant, exagéré par le jeu du téléphone arabe du contact de Stéphane. Mais j'ai aussi pensé à cette phrase, des informations sur Adeline, sur des choses qui s'étaient passées pendant notre mariage que je ne savais pas. Et même si je voulais me dire que ce n'était probablement rien. Quelque chose au fond de moi n'y croyait pas. Le lendemain matin, avant d'aller travailler, je suis sorti dans le couloir de l'immeuble et j'ai composé le numéro. Il a sonné 3 fois. Une voix d'homme a répondu, plus âgé que moi, j'ai deviné, avec un accent calme et posé, celui de quelqu'un habitué à mesurer ses mots avant de les laisser sortir. Il a demandé si j'étais Rémi. J'ai dit oui. Il a fait une brève pause et a ensuite dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, mon nom est Ézéchiel. Nous ne nous connaissons pas, mais je connaissais très bien votre femme, et il y a des choses que vous méritez de savoir avant qu'il ne soit trop tard pour qu'elles aient de l'importance. Je me suis appuyé contre le mur du couloir. Continuez, ai-je dit, et Ézéchiel a commencé à parler. Il m'a dit qu'il avait 71 ans, qu'il avait travaillé pendant des décennies dans le secteur financier, qu'il était le père d'un homme qui, comme il l'a lentement expliqué, avait eu une relation étroite avec Adeline ces dernières années. Je suis resté immobile. Il a continué à parler. Il m'a dit qu'il n'appelait pas pour me faire du mal ou pour remuer de vieilles blessures. Que s'il avait voulu se taire, cela aurait été beaucoup plus facile pour lui. Que la raison pour laquelle il avait cherché mon numéro, pourquoi il avait posé des questions pendant des semaines jusqu'à trouver quelqu'un qui pouvait le connecter avec moi, était une seule chose, ce qui se passait n'était pas seulement une trahison émotionnelle. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui impliquait de l'argent. J'ai senti l'air dans le couloir devenir plus dense. Je lui ai demandé d'expliquer calmement, depuis le début, sans rien omettre. Et Ézéchiel, avec cette voix posée, a commencé à me raconter une histoire que je n'aurais jamais imaginé entendre. Il m'a dit que son fils, Raphaël, avait rencontré Adeline il y a environ 3 ans, que la relation avait commencé discrètement, presque invisiblement, et que lui, en tant que père, avait mis du temps à comprendre exactement quel genre de lien c'était. Que Raphaël avait toujours été réservé sur ses affaires personnelles, et qu'Ézéchiel respectait cela, mais que quelques mois plus tôt, Raphaël avait commencé à prendre des décisions financières qu'Ézéchiel ne comprenait pas. Des mouvements d'argent, des virements, un compte ouvert au nom d'une petite entreprise qu'Ézéchiel ne reconnaissait pas et qui, lorsqu'il avait enquêté, n'avait aucune activité commerciale réelle, juste de l'argent qui entrait et sortait. Il m'a dit que lorsqu'il avait demandé directement à Raphaël, son fils lui avait dit que c'était un investissement, un projet, quelque chose qu'il développait avec un partenaire de confiance. Ézéchiel était un homme de finance. Il savait exactement ce qu'un mensonge sent quand il est déguisé en affaires.
Alors il a continué d'enquêter de son propre chef et ce qu'il a trouvé l'a conduit, après mûre réflexion, à me chercher. Le partenaire de confiance de Raphaël était Adeline. La petite entreprise sans activité réelle avait été enregistrée il y a 18 mois. L'argent entrant sur ce compte provenait de différentes sources. Certaines liées à Raphaël, mais d'autres, Ézéchiel me l'a dit avec un calme qui m'a glacé à l'intérieur, liées à des dépenses et des mouvements qui correspondaient à la période où Adeline et moi étions encore mariés et partagions nos finances. Je l'ai arrêté là. Vous êtes en train de me dire qu'Adeline a transféré notre argent sur ce compte, ai-je demandé. C'est ce que les relevés suggèrent, a dit Ézéchiel. Je n'ai pas tous les détails, mais j'en ai assez pour vous dire que vous devriez parler à quelqu'un qui peut examiner votre compte joint à la loupe, car ce que j'ai trouvé de l'extérieur n'est pas anodin. Le couloir était toujours le même, les mêmes murs, la même lumière, le même bruit lointain de l'ascenseur, mais je n'étais plus le même homme qui avait composé ce numéro 20 minutes plus tôt. J'ai demandé à Ézéchiel pourquoi il faisait cela, pourquoi il prenait la peine de me trouver, de me dire tout cela alors que son propre fils était impliqué. Il y a eu une longue pause. Parce que j'ai une fille de votre âge, a-t-il dit finalement. Et si quelqu'un lui faisait ça, je voudrais qu'il y ait une personne dans le monde avec assez de décence pour le lui dire. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Je l'ai juste remercié. Je lui ai dit que j'allais enquêter, que je ne prendrais pas de décision hâtive, mais que ce qu'il m'avait dit ne resterait pas sans réponse. Avant de raccrocher, il m'a dit une chose de plus. Il m'a dit qu'Adeline ne savait pas qu'il m'avait contacté, que Raphaël ne le savait pas non plus, et qu'il était important que cela reste ainsi pour le moment. Parce que si l'un d'eux découvrait que j'étais au courant, les choses pourraient évoluer d'une manière qui me nuirait. Vous avez l'avantage en ce moment, m'a-t-il dit. Ne le perdez pas en étant impulsif. J'ai raccroché. Je suis resté dans ce couloir un temps que je ne pouvais pas mesurer. J'ai pensé aux 9 années, aux nuits passées à travailler tard pour soutenir une vie que je pensais partager. Aux fois où Adeline m'avait dit que j'étais un homme sans ambition, sans vision, sans avenir. Au ton de compassion épuisé avec lequel elle m'avait dit que 5 000 € par mois était insuffisant pour un homme de mon âge. Et pendant ce temps, derrière mon dos, elle déplaçait de l'argent, construisait quelque chose avec quelqu'un d'autre, utilisant ce qui nous appartenait à tous les deux comme si c'était le sien. La rage est venue. Je ne vais pas mentir et dire que non. Elle est venue forte, chaude, avec cette terrible clarté que la rage a quand elle a enfin un nom et une forme concrète. Mais je l'ai laissé être juste un instant parce qu'Ézéchiel avait raison. L'avantage que j'avais à ce moment-là était qu'il ne savait pas que je savais. Et cet avantage ne valait quelque chose que si je l'utilisais bien. Cet après-midi-là, après le travail, j'ai raconté à Stéphane ce qu'Ézéchiel m'avait dit. Pas tout, juste assez pour qu'il comprenne la gravité. Stéphane a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a hoché la tête lentement et a dit quelque chose qui m'est resté. Alors, vous n'êtes pas parti au mauvais moment, a-t-il dit. Vous êtes parti juste à temps. Il avait raison. Et maintenant, je devais trouver quelqu'un pour m'aider à comprendre exactement ce que j'avais perdu et comment le récupérer. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Ce n'était pas une de ces nuits blanches où votre esprit tourne sans direction. C'était le contraire. Mon esprit était trop actif, trop concentré, traitant chaque mot qu'Ézéchiel m'avait dit avec une précision qui ne me laissait pas me reposer. 18 mois. C'est ce qu'il a mentionné. Le compte avait été ouvert 18 mois auparavant, ce qui signifiait que pendant que je me levais encore tous les matins, que j'allais au travail, que je déposais mon salaire sur le compte joint, croyant que nous construisions quelque chose ensemble. Même si ce quelque chose semblait plus froid et plus vide chaque jour. Adeline avait déjà commencé à construire autre chose sans rien me dire, sans me donner le moindre signe. Ou peut-être qu'elle m'avait donné des signes et que j'avais décidé de ne pas les voir. C'est ce qui était le plus difficile à accepter cette nuit-là. Non pas la trahison elle-même, mais la possibilité qu'il y ait eu des moments où quelque chose ne collait pas. Quelque chose ne convenait pas. Quelque chose semblait légèrement déplacé. Et je l'avais laissé passer parce que c'était plus facile que de poser les questions que je ne voulais pas avoir à poser. Je me suis levé avant que le réveil ne sonne. J'ai fait du café, me suis assis près de la fenêtre et j'ai commencé à organiser tout ce dont je me souvenais. Les mouvements sur le compte joint au cours de la dernière année et demie. Il y avait eu des mois où les chiffres n'avaient pas tout à fait collé. Mais Adeline avait toujours une explication, une dépense inattendue, une réparation à la maison,
quelque chose lié à son travail qui nécessitait un investissement initial. Et moi, qui n'étais pas le genre d'homme à vérifier chaque ligne du relevé bancaire parce que je faisais confiance, parce que c'était le genre d'homme que j'étais, j'avais accepté les explications sans creuser davantage. La confiance. Ce mot a pesé sur moi d'une nouvelle manière ce matin-là, parce que la confiance que l'on avait placée dans ce mariage n'avait pas été rendue. Elle avait été utilisée. Je suis arrivé au travail l'esprit occupé mais avec une attitude calme. C'était une compétence que j'avais développée au fil des années de mariage avec Adeline. Celle de garder la surface immobile pendant que tout l'intérieur bougeait. Ce n'était pas quelque chose dont j'étais fier, mais ce matin-là, cela m'a été utile. En milieu de matinée, j'ai demandé à Stéphane s'il connaissait un avocat de confiance à Port-sur-Mer, quelqu'un de discret, de compétent, qui s'occupait des questions de droit de la famille et financier. Stéphane ne m'a pas demandé pourquoi. Il a juste hoché la tête et m'a dit qu'il avait exactement la bonne personne. David était avocat depuis plus de 20 ans. Il avait travaillé dans plusieurs pays. Il parlait avec la précision de quelqu'un qui a vu trop de situations compliquées pour être facilement surpris et avait cette attitude de calme absolu que transmettent les gens qui savent exactement ce qu'ils font. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là après le travail dans un petit bureau bien rangé qui inspirait le sérieux sans prétention. Je lui ai tout raconté depuis le début. Le mariage, les années, la détérioration progressive, la nuit où Adeline m'a dit de disparaître, le contrat signé, le voyage, l'appel d'Ézéchiel, ce qu'Ézéchiel m'avait révélé sur Raphaël et le compte sans activité réelle. David a tout écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, il s'est légèrement penché en arrière dans sa chaise et a croisé les mains sur le bureau. Eh bien, a-t-il dit, la première chose que nous devons établir, c'est si vous êtes toujours légalement mariés. Je lui ai dit oui, que nous n'avions pas entamé de processus de séparation formelle. Il a hoché la tête lentement. Alors vous avez toujours des droits sur les biens matrimoniaux, et si ce que cet homme vous a dit est vrai et qu'il y a des mouvements d'argent des comptes joints vers un de ses comptes privés, c'est légalement pertinent. Il a expliqué que la première chose était d'obtenir des informations concrètes, que les mots d'Ézéchiel étaient un point de départ, mais pour qu'ils soient utiles, nous avions besoin de documents, de relevés bancaires, de registres de virements. De tout ce qui pouvait prouver sur papier ce qui jusqu'à présent n'existait que dans une conversation téléphonique. Il m'a demandé si j'avais toujours accès au compte joint. Je lui ai dit que techniquement oui, que personne ne m'avait retiré cet accès parce que personne n'avait imaginé que je l'utiliserais depuis un autre pays avec cette intention. David a esquissé quelque chose qui n'était pas exactement un sourire, mais s'en approchait. Alors commencez par là, a-t-il dit calmement, sans rien bouger. Juste regarder et sauvegarder tout ce que vous trouvez. Cette nuit-là, avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années, je me suis connecté à la plateforme bancaire où Adeline et moi avions notre compte joint. Ce que j'ai trouvé m'a pris plus de 2 heures à traiter. Non pas parce que c'était difficile à comprendre, mais parce que chaque ligne que je lisais était un morceau des 9 dernières années vu sous un angle que je n'avais jamais utilisé. Il y avait des virements réguliers, des montants qui n'étaient pas scandaleux individuellement, suffisamment discrets pour ne pas déclencher une alarme immédiate, mais qui, additionnés sur 18 mois, construisaient un chiffre qui me laissait immobile devant l'écran. Plus de 43 000 € avaient quitté le compte joint par des virements distribués. Certains étiquetés comme dépenses ménagères, d'autres comme paiement de services que je n'avais jamais vu refléter dans quoi que ce soit de concret dans la maison. 43 000 €. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai sauvegardés dans un dossier sur le cloud avec un mot de passe que personne d'autre ne connaissait. Je les ai organisés par date, par montant, par description. Et quand j'ai fini, je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai regardé le plafond pendant un long moment. J'ai pensé à la façon dont Adeline m'avait regardé cette nuit-là, les bras croisés. À cette certitude absolue avec laquelle elle m'avait dit que je reviendrais en rampant, à la confiance de quelqu'un qui se sent tout contrôler. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas vu si clairement auparavant. Sa confiance n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière. Elle ne croyait pas seulement que je reviendrais parce que je me sentirais seul ou perdu. Elle croyait que je reviendrais parce qu'elle avait construit une situation où si je restais loin, elle garderait tout, la maison, les économies, ce que nous avions construit ensemble pendant presque une décennie. Et moi, sans le savoir, j'étais parti sans rien réclamer, exactement comme elle l'avait prévu. Le lendemain, j'ai envoyé les captures d'écran à David via un canal sécurisé qu'il m'avait lui-même indiqué. Sa réponse est arrivée quelques heures plus tard.
3 mots seulement, c'est suffisant. Et puis dans un deuxième message, quelque chose qui a changé le ton de tout ce qui a suivi. Rémi, y a-t-il autre chose que vous devriez savoir? En examinant certains registres publics liés au nom que vous m'avez donné, j'ai trouvé quelque chose. La société liée à Raphaël et à votre femme n'est pas seulement un compte avec des mouvements suspects. Elle est formellement enregistrée, et dans les documents de constitution de la société, il y a un troisième nom que vous devriez connaître. J'ai fixé l'écran. J'ai répondu immédiatement, quel nom? La réponse de David a pris quelques minutes. Quand elle est arrivée, j'ai lu le nom et je l'ai relu parce que la première fois, je n'y ai pas cru. Le nom que David m'avait envoyé était Hortense, la mère d'Adeline. J'ai fixé l'écran sans bouger un muscle pendant ce qui a dû être plusieurs minutes. L'appartement était silencieux. Dehors, la ville continuait avec son bruit habituel, indifférente, inconsciente de tout ce que je traitais à ce moment-là. Hortense, la femme qui m'avait appelé « fils » pendant 9 ans. La femme qui s'était assise à ma table chaque Noël, chaque anniversaire, chaque célébration que nous avions eue en famille. La femme qui, quand je suis parti, selon un voisin, avait dit à Adeline de ne pas s'inquiéter, que des hommes comme moi reviennent toujours, que la fierté ne dure pas longtemps quand on est seul. Maintenant, je comprenais pourquoi elle était si sûre. Ce n'était pas une intuition de mère. C'était la connaissance d'une complice. Hortense savait exactement dans quelle situation mon départ me mettait. Elle savait ce qu'il y avait dans ses comptes. Elle savait ce qu'ils avaient pris et elle savait qu'un homme qui ne sait pas qu'il a été volé ne peut pas réclamer ce qu'il ne sait pas avoir perdu. J'ai appelé David immédiatement. Il a confirmé ce qu'il avait trouvé. Hortense était répertoriée comme associée minoritaire dans la société. Sa participation était petite en pourcentage, mais son nom figurait dans les documents de constitution, signés et enregistrés, ce qui signifiait que cela n'avait pas été une décision impulsive d'Adeline. Ce n'avait pas été quelque chose qu'elle avait fait seule dans un moment de faiblesse ou d'opportunisme. Cela avait été planifié avec le temps, avec structure, avec l'aide de sa mère. J'ai demandé à David à quel point ce que nous avions était solide. Il m'a dit que c'était suffisant pour entamer une procédure, que les mouvements du compte joint vers cette société constituaient un transfert de biens matrimoniaux sans consentement, ce qui, en termes légaux, a un nom clair et des conséquences concrètes, qu'avec ce que nous avions déjà. Nous pouvions monter un dossier. Mais il m'a dit autre chose. Il m'a dit que la façon dont nous allions gérer les prochaines étapes déterminerait combien nous pourrions récupérer. Que si j'agissais hâtivement, si Adeline ou Hortense découvraient que j'étais au courant avant que nous soyons prêts, elles auraient le temps de déplacer des choses, de fermer des comptes, de faire disparaître des dossiers. Vous avez un énorme avantage en ce moment, m'a dit David. Le même qu'Ézéchiel a mentionné. Elles ne savent pas que vous savez. Je l'ai écouté attentivement. Que recommandez-vous, ai-je demandé. Que vous jouiez le rôle qu'elles attendent de vous, a-t-il dit. Pendant un certain temps, suffisamment longtemps pour que nous finissions de tout assembler, et puis, quand nous serons prêts, vous n'aurez pas besoin de les affronter. Les documents parleront d'eux-mêmes. J'ai compris. Et cette même nuit, j'ai pris une décision qui, à un autre moment de ma vie, m'aurait semblé impossible. J'ai appelé Adeline. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde. Quand elle l'a fait, sa voix avait ce ton de quelqu'un qui attendait l'appel, mais ne voulait pas le paraître. Rémi, a-t-elle dit, juste mon nom, comme une question et une affirmation à la fois. Bonjour, ai-je répondu calmement, avec une tranquillité qui, à ce moment-là, me coûtait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Je lui ai dit que j'avais réfléchi, que je voulais que nous parlions, que peut-être nous avions précipité les choses, que les choses entre nous étaient compliquées, mais que 9 ans n'était pas une petite chose, et que cela méritait au moins une conversation honnête. Silence à l'autre bout. Un silence que je savais être le silence d'Adeline quand elle recalculait. Quand quelque chose ne se passait pas exactement comme prévu, mais ce n'était pas si mal non plus, et qu'elle devait décider comment se positionner. Je suis contente que tu y réfléchisses, a-t-elle dit finalement. Avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle pensait avoir gagné quelque chose. J'ai toujours su que tu reviendrais à la raison. J'ai dû faire un effort pour ne pas dire ce que je pensais. Au lieu de cela, j'ai dit, pouvons-nous en parler plus calmement dans les prochains jours? Je ne veux rien précipiter. Bien sûr, a-t-elle dit, et dans sa voix, il y avait quelque chose que je reconnaissais parfaitement. Du soulagement.
Le soulagement de quelqu'un qui voit que le plan fonctionne. J'ai raccroché et je suis resté immobile un instant. Ce que je venais de faire a remué quelque chose en moi. Non pas parce que je le regrettais, mais parce qu'agir comme ça avec ce calme calculé n'était pas quelque chose qui me venait naturellement. J'avais passé 9 ans à être l'homme transparent. Celui qui ne cachait rien. Celui dont les sentiments étaient écrits sur son visage, mais il m'avait appris sans le vouloir que parfois la seule façon de se protéger est d'apprendre le langage de l'autre. Au cours des jours suivants, j'ai maintenu cette ligne. Des appels courts avec Adeline, espacés, avec le ton d'un homme qui reconsidère, mais sans se précipiter, assez pour la garder calme, assez pour qu'elle ne sente pas qu'elle avait besoin de déplacer quoi que ce soit ou de se protéger de quoi que ce soit. Et pendant ce temps, David travaillait. C'est pendant cette période que quelque chose que je n'avais pas anticipé s'est produit. Hortense m'a appelé. Sa voix avait cette chaleur étudiée que possèdent les gens qui savent utiliser la chaleur comme un outil. Elle m'a dit qu'elle était heureuse d'apprendre qu'Adeline et moi parlions. Qu'elle avait toujours cru que nous étions un couple qui pouvait tout surmonter. Qu'elle m'aimait comme un fils et que ça lui faisait mal de me voir loin. Je l'ai écouté patiemment, puis presque involontairement, Hortense a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Elle m'a dit que si je décidais de revenir, il y avait certaines choses qui pouvaient être réglées. Que Adeline avait pris des décisions pour se protéger pendant mon absence, mais que si je revenais avec la bonne attitude, tout pourrait être arrangé pour que nous finissions tous les deux bien. Je me suis arrêté à ce mot, se protéger. Elle ne l'a pas dit comme une erreur. Elle l'a dit comme si c'était quelque chose de tout à fait raisonnable, comme si se protéger d'un mari qui n'était même pas officiellement parti en transférant de l'argent sur un compte privé pendant 1 an et demi était quelque chose que toute femme prudente ferait. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que David ne m'avait pas encore dit, mais que je ressentais avec une clarté absolue. Elle ne croyait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Elle l'avait tellement normalisé. Elle l'avait rationalisé de telle manière que dans leur esprit, ce n'était pas un vol. C'était une précaution. C'était une femme intelligente qui se protégeait d'un homme qui allait partir tôt ou tard. Cette conviction était à la fois la chose la plus dérangeante et la plus utile de toutes, car une personne qui croit n'avoir rien fait de mal ne se cache pas, ne supprime pas de dossier, ne ferme pas de compte, ne fait pas disparaître de documents. Elle reste calme, confiante, attendant que l'autre revienne la tête baissée. Et cette tranquillité était exactement le piège dans lequel elles allaient tomber. Cette nuit-là, j'ai écrit un court message à David. Hortense m'a appelé. Elle a utilisé le mot « se protéger » pour décrire ce qu'elles ont fait. Je pense qu'elles sont complètement confiantes. Sa réponse est arrivée en moins de 10 minutes. Parfait. Nous sommes presque prêts. J'ai besoin d'une semaine de plus. Ne bougez rien. Ne changez pas de ton avec aucune d'elles. Et préparez-vous, car ce qui va suivre va aller vite. J'ai fermé le téléphone, je me suis allongé sur le lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Une semaine seulement, une semaine de plus à maintenir ce calme qui me coûtait tant. Une semaine de plus à répondre aux appels avec une voix qui ne reflétait pas ce que je ressentais. Une semaine de plus à les laisser croire que le plan fonctionnait en leur faveur. Une semaine et puis tout allait changer. La semaine passa plus lentement que prévu, non pas que je n'ai rien à faire. Le travail me tenait occupé. L'équipe avait besoin de moi concentré et Stéphane était devenu une présence stable qui, sans le vouloir, m'aidait à garder les pieds sur terre dans les moments où tout le reste semblait trop lourd. Mais il y avait quelque chose à savoir ce que je savais, apporter cette information sans pouvoir la libérer encore, qui faisait que chaque heure semblait plus longue que la normale. Adeline m'appelait tous les 2 ou 3 jours. Les conversations étaient courtes, prudentes, avec ce ton de quelqu'un qui tâtait le terrain sans vouloir le paraître. Elle me demandait comment j'allais. Elle me demandait comment le travail se passait. Parfois, elle mentionnait quelque chose sur la maison, un détail quotidien, comme si elle voulait me rappeler que cette vie existait toujours et que j'y avais ma place si je décidais de revenir. Je répondais calmement, avec des phrases courtes, avec le ton exact d'un homme qui considérait ses options sans se précipiter. Chaque fois que je raccrochais, je restais silencieux un instant, non pas avec tristesse, mais avec concentration. Hortense a appelé 2 fois de plus cette semaine-là. La deuxième fois, elle a été plus directe que la première. Elle m'a dit qu'Adeline l'avait appelée inquiète, qu'elle me sentait distant, que je ne m'engageais pas pleinement dans l'idée de revenir. Elle m'a demandé, avec ce ton maternel qu'elle maîtrisait, de ne pas laisser la fierté gagner,
que les mariages se construisent avec humilité, qu'admettre qu'on avait tort n'était pas une faiblesse, mais une maturité. J'ai tout écouté, lui ai dit que j'y réfléchissais. J'ai raccroché et j'ai noté chaque mot dans un document que j'avais commencé à tenir depuis le premier appel d'Ézéchiel. Date, phrase, ton, insinuation, tout sauvegardé, tout organisé. David m'avait dit que les détails comptent et j'étais devenu méticuleux avec les détails d'une manière que je n'avais jamais été dans ma vie précédente. Le 8e jour de cette semaine, qui était censé en faire 7, David m'a appelé. Sa voix avait un ton différent, plus ferme, plus concret. Nous sommes prêts, a-t-il dit. Il m'a expliqué ce qu'il avait préparé pendant ces jours. Il avait obtenu par des voies légales les dossiers complets de la société où Adeline, Raphaël et Hortense étaient répertoriés. Il avait croisé ces dossiers avec les mouvements de notre compte joint et avait construit un document qui traçait clairement le flux d'argent du compte matrimonial vers la société privée. 43 000 € en 18 mois, documenté, daté, irréfutable. De plus, David avait parlé avec Ézéchiel, qui avait accepté de formaliser son témoignage par écrit, non pas comme une accusation contre son fils, mais comme une déclaration des faits qu'il avait observés et qui l'avait amené à me contacter. Nous avons assez pour engager la procédure de divorce avec une demande de biens, m'a dit David, et nous avons assez pour qu'un juge voie clairement ce qui s'est passé. Je lui ai demandé quelle était la prochaine étape. Il m'a dit qu'il y avait 2 voies. La première était de procéder directement, de notifier Adeline par les voies légales appropriées, et de laisser le processus suivre son cours sans aucun contact préalable entre nous. La seconde était de donner à Adeline l'occasion de faire face aux preuves avant que le processus ne devienne complètement public. Une réunion contrôlée avec tout sur la table. Laquelle préférez-vous, m'a demandé David. Il ne m'a pas fallu longtemps pour répondre, la réunion. J'ai dit, je veux la regarder dans les yeux quand elle saura. David a compris sans que j'aie à expliquer davantage. Nous avons tout organisé soigneusement. La réunion allait se faire par appel vidéo puisque j'étais dans un autre pays. David serait présent depuis son bureau à l'écran en tant que mon représentant légal. Je serais sur un autre écran et Adeline, à qui on dirait simplement que je voulais avoir une conversation importante, serait dans la maison qui avait été la nôtre. Nous ne lui avons pas dit que David serait là. Nous ne lui avons pas dit de quoi allait être la conversation. Je lui ai juste dit que c'était quelque chose que j'avais besoin qu'elle entende, que c'était important qu'elle soit disponible le jeudi à 19 h. Elle a dit oui sans hésiter. Et j'ai su, à la vitesse de ce oui, qu'elle était confiante, que dans sa tête cette conversation était le moment où j'allais enfin dire ce qu'elle attendait d'entendre depuis des semaines, que je revenais. Le jeudi est arrivé avec un calme extérieur que j'avais appris à construire. Mais à l'intérieur, c'était comme se tenir au bord de quelque chose de très haut. À 19 h précises, j'ai ouvert l'appel vidéo. Adeline est apparue à l'écran. Elle était dans le salon de notre maison de Ville Lumière. Elle avait choisi de s'asseoir sur le grand fauteuil, celui habituel, avec une lampe allumée derrière elle qui donnait à l'image un aspect presque domestique, presque normal. Elle avait les cheveux relevés. Elle avait une expression qui essayait d'être neutre, mais qui ne pouvait pas complètement cacher l'attente en dessous. « Bonjour », a-t-elle dit. « Bonjour », ai-je répondu. Il y a eu une seconde de silence et puis j'ai activé le deuxième écran. Le visage de David est apparu sur l'appel. J'ai vu le changement dans l'expression d'Adeline immédiatement. Ce n'était pas dramatique. C'était subtil, presque imperceptible pour quelqu'un qui ne la connaissait pas bien, mais je la connaissais. J'ai vu ses yeux se rétrécir d'1 millimètre. J'ai vu comment quelque chose dans sa posture est passé de droite à légèrement contenu. Qui est cette personne, a-t-elle demandé calmement encore, mais un calme différent d'il y a 30 secondes. C'est mon avocat, ai-je dit. Il s'appelle David. Il sera présent à cette conversation. Pause. Votre avocat. Ce n'était pas une question. C'était une recalibration. Oui. Un autre silence. J'ai vu Adeline s'ajuster légèrement dans le fauteuil, se reconstruisant, se repositionnant. Je ne savais pas que ce serait une conversation légale, a-t-elle dit avec un ton qui essayait de paraître offensé mais qui était en fait prudent. Ce n'est pas encore une conversation légale, ai-je dit. C'est une conversation entre nous. David est ici en tant que témoin et conseiller, rien de plus. J'ai vu cela la détendre légèrement. Suffisamment. David a pris la parole. Puis,
avec sa voix de 20 ans d'expérience, il a présenté les documents un par un, sans drame, sans accusation directe, juste des faits, des dates, des montants, des virements, le nom de la société, les 3 noms sur les documents de constitution. Adeline n'a pas parlé pendant plusieurs minutes. Je l'ai regardé traiter. Je l'ai regardé calculer. Je l'ai regardé chercher la sortie qu'elle ne trouvait pas parce qu'il n'y en avait pas. Quand elle a finalement parlé, elle a choisi le chemin que j'avais anticipé, mais qui me faisait toujours mal à entendre. Elle a dit que tout avait une explication, que l'argent avait été destiné à protéger les biens matrimoniaux en cas de séparation possible, qu'elle avait agi avec discrétion parce que j'avais été le premier à montrer que je voulais partir, que toute femme dans sa situation aurait fait de même. Je l'ai écouté dire tout cela sans l'interrompre, et quand elle a fini, je lui ai posé une seule question. M'avez-vous consulté avant de le faire? Silence. M'avez-vous dit à un moment donné que vous ouvriez ce compte, que vous formiez cette société, que vous transfériez de l'argent qui nous appartenait à tous les deux vers une structure privée que je ne connaissais pas? Plus de silence. Oui ou non, Adeline? Je l'ai vu respirer. Non, a-t-elle finalement dit à voix basse, presque inaudible. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, ai-je dit. David a repris la parole et lui a expliqué précisément ce qui allait arriver. Le processus de divorce, la réclamation des biens, les documents qui étaient déjà préparés, les délais, les options qu'elle avait d'un point de vue légal, et les délais dans lesquels elle devait répondre. Adeline a tout écouté avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre que le terrain qu'elle croyait ferme sous ses pieds ne l'était pas. Avant de terminer l'appel, Adeline m'a regardé directement, dans la caméra, pour la première fois de toute la conversation. Je ne pensais pas que tu étais capable de ça, a-t-elle dit. Je l'ai regardé en retour. Moi non plus, ai-je répondu. Mais il s'avère que j'ai appris des meilleurs. Et j'ai fermé l'écran. Les jours qui ont suivi cet appel vidéo ont été différents de tout ce que j'avais vécu auparavant. Il n'était pas facile. Je ne vais pas dire cela parce que ce serait un mensonge. Il y a eu des moments d'attente, de silence inconfortable, de cette sorte de gueule de bois émotionnelle qui reste après que quelque chose de très grand se brise complètement et qu'il n'y a plus moyen de le reconstituer. Mais ce n'étaient pas non plus les jours les plus difficiles de ma vie. Les plus difficiles avaient été ceux d'avant. Ceux où l'on se taisait, où l'on endurait, où l'on se convainquait chaque matin que ce que je ressentais n'était pas aussi grave qu'il y paraissait. Ces jours-ci, bien que lourds, avaient quelque chose de différent. Ils avaient une direction. David me tenait informé de chaque mouvement. Adeline avait contacté son propre avocat le lendemain de notre appel vidéo, ce qui était son droit et exactement ce qu'elle aurait dû faire. Ce que David nous a dit, c'est que son avocat avait demandé du temps pour examiner les documents, ce qui était un signe qu'ils évaluaient sur quel terrain ils avaient à se tenir. La réponse était simple, très peu. Les registres étaient clairs. Les mouvements étaient datés. Les noms sur les documents de la société ne laissaient aucune place à des interprétations créatives. Et le témoignage écrit des Échiel, un homme sans intérêt personnel à me favoriser, a clos toute argumentation possible selon laquelle tout cela aurait été un malentendu. C'est pendant cette semaine d'attente légale qu'Hortense a tenté de m'appeler pour la 3e fois. Je n'ai pas répondu. Elle m'a laissé un message vocal. Je l'ai écouté une fois calmement, assis dans l'appartement après le dîner. Sa voix avait changé. Elle n'avait plus cette chaleur étudiée des appels précédents. Maintenant, il y avait quelque chose de plus dur en dessous, de plus urgent, bien qu'elle ait toujours essayé de le déguiser en une préoccupation maternelle. Elle m'a dit qu'Adeline était très bouleversée, que ce que je faisais était une cruauté inutile, que les problèmes de couple se résolvent en parlant, pas avec des avocats, que si j'avais une revendication légitime. Nous pourrions trouver une solution entre nous sans avoir besoin de rendre les choses plus grandes qu'elles ne l'étaient entre nous. Ces 2 mots m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle traitait la situation. Elle croyait toujours pouvoir me manipuler. Elle croyait toujours que si elle trouvait le bon ton, le bon mot, la bonne pression émotionnelle, je céderais. Que l'homme qui avait été silencieux pendant 9 ans continuerait à l'être un peu plus longtemps. Je n'ai pas répondu au message. J'ai transféré l'audio à David au cas où cela serait pertinent pour l'affaire. Il a répondu par un bref, bien fait, qui, dans ce contexte, valait plus qu'un long discours. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai pas anticipé.
Raphaël m'a contacté, non pas par téléphone. Il m'a envoyé un message écrit formel, presque clinique dans son ton. Il s'est présenté, bien que je savais déjà qui il était, et m'a dit qu'il voulait parler, qu'il y avait des choses à clarifier, qu'il n'était pas l'ennemi dans cette situation et qu'il croyait qu'il y avait de la place pour une conversation adulte qui bénéficierait à tous. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré à David avec une seule question, je réponds ? David m'a rappelé 10 minutes plus tard. Il m'a dit que je pouvais répondre, mais avec prudence, que Raphaël essayait probablement de comprendre ce que nous savions et jusqu'où allaient les documents que nous avions. Que c'était un mouvement de reconnaissance, pas un geste de bonne foi. Il m'a dit que si je décidais de répondre, de le faire brièvement, sans révéler quoi que ce soit que nous ne savions pas déjà, puisqu'il le savait, et sans fermer agressivement de porte. J'ai répondu à Raphaël en 3 lignes. Je lui ai dit qu'à ce moment-là, l'ensemble du processus passait par mon représentant légal, que s'il voulait parler, son avocat pouvait contacter David, que je n'avais rien de personnel contre lui, mais que les conversations directes entre nous n'étaient pas le canal approprié à ce stade. Il n'a pas répondu, ce qui, selon David, était exactement ce qu'il attendait. C'est Stéphane qui, sans le savoir, m'a donné l'encre la plus importante de cette semaine. Un midi, alors que nous déjeunions, il m'a demandé comment tout allait, non pas avec une curiosité de potin, mais avec la question directe de quelqu'un qui veut sincèrement savoir si vous allez bien. Je lui ai raconté l'essentiel, l'appel vidéo, la réaction d'Adeline, les mouvements ultérieurs, le message d'Hortense, le contact de Raphaël. Stéphane a tout écouté, mâchant lentement comme il le faisait toujours quand il traitait quelque chose. Quand j'ai fini, il m'a regardé et a dit « Et comment allez-vous maintenant dans le processus ?» Vous. Je suis resté silencieux un instant. C'était une question que personne d'autre ne m'avait posée depuis des semaines. David me posait des questions sur les documents. Ézéchiel m'avait posé des questions sur les faits. Adeline, Hortense et Raphaël avaient leurs propres agendas, mais personne ne m'avait simplement demandé comment j'allais. Je vais bien, ai-je dit. Et puis, parce que Stéphane était le genre de personne avec qui les demi-vérités ne fonctionnaient pas, j'ai ajouté, c'est étrange. Je me sens bien d'une manière que je ne comprends pas entièrement, comme si j'avais attendu quelque chose sans savoir que je l'attendais, et maintenant cela se produit. Je réalise que c'était nécessaire, même si ça fait mal. Stéphane a hoché la tête lentement. C'est ce qui arrive quand on cesse enfin de se trahir soi-même, a-t-il dit sans drame, comme un fait. J'ai gardé cette phrase avec moi le reste de la journée. Se trahir soi-même. C'est ce que j'avais fait pendant 9 ans. Non pas avec malice, sans même m'en rendre compte. Mais chaque fois que j'avais été silencieux alors que j'aurais dû parler, chaque fois que j'avais cédé alors que j'aurais dû tenir bon, chaque fois que j'avais appelé amour quelque chose qui était en réalité épuisant, je m'étais trahi un peu plus. Et le plus ironique de tout, c'est que je l'avais fait au nom de la loyauté. Loyauté envers le mariage, loyauté envers ce que nous avions promis. Loyauté envers l'idée que l'on reste, que l'on endure, que partir, c'est abandonner. Mais une loyauté qui ne va pas dans les 2 sens n'est pas de la loyauté. C'est une reddition unilatérale. Et je m'étais rendu trop longtemps, trop souvent. La résolution légale est arrivée plus vite que David ne l'avait initialement estimé. L'avocat d'Adeline, après avoir soigneusement examiné les documents, avait conseillé à sa cliente qu'elle n'avait pas de base solide pour contester la demande, que les registres étaient trop clairs. Qu'essayer de bâtir une défense sur l'argument qu'elle avait déplacé l'argent pour protéger les biens matrimoniaux sans le consentement de l'autre conjoint était une position juridiquement faible qui aggraverait probablement sa situation si cela allait à un procès formel. En termes simples, il était préférable de parvenir à un accord. L'accord qui a été négocié les jours suivants comprenait la restitution de l'argent transféré sans consentement plus les intérêts correspondants pour la période, le règlement équitable des biens matrimoniaux réels et la dissolution du mariage sans possibilité de recours croisé ultérieur. 43 000 € plus les intérêts plus la moitié de ce que nous avions construit ensemble pendant 9 ans. David m'a appelé quand tout a été signé. C'est fait, a-t-il dit, 2 mots. Je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone toujours à la main, et je suis resté immobile un long moment. Je n'ai pas ressenti d'euphorie. Je n'ai pas ressenti de vengeance satisfaite. Je n'ai ressenti aucune des choses que l'on imagine ressentir quand quelque chose comme ça se termine. J'ai ressenti quelque chose de plus calme que tout cela. J'ai senti que j'avais récupéré quelque chose qui n'était ni l'argent, ni les biens, ni aucune chose matérielle.
J'avais récupéré la certitude que j'étais le genre d'homme qui ne se tait pas quand il est blessé, qui peut être lent, qui a besoin de temps pour voir clairement, mais qui, quand il voit, agit. Cette nuit-là, j'ai appelé Ézéchiel. Je l'ai remercié avec des mots qui essayaient de correspondre à ce que cet homme avait fait pour un étranger, simplement parce que sa conscience l'exigeait. Je lui ai dit que sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible, que son appel avait changé le cours des choses d'une manière que je n'oublierai pas. Ézéchiel a écouté en silence et quand j'ai fini, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit qu'il avait lui aussi quelque chose à me remercier. Il a expliqué qu'après tout ce qui était apparu, il avait eu une longue et difficile conversation avec Raphaël. Que son fils, confronté aux documents et aux conséquences légales qui avaient été déclenchées, avait pris une décision qu'Ézéchiel n'attendait pas. Raphaël avait décidé de prendre ses distances avec Adeline. Non seulement cela, il avait décidé de chercher de l'aide. Il avait reconnu que la relation l'avait conduit à faire des choses qui n'étaient pas conformes à la personne qu'il voulait être et qu'il avait besoin de temps pour se reconstruire. Parfois, m'a dit Ézéchiel avec sa voix posée, ce qui semble être une catastrophe de l'extérieur est la seule chose qui pouvait suffisamment ébranler les choses pour que quelque chose de bon pousse ensuite. J'y ai longtemps réfléchi après avoir raccroché. Avant de m'endormir cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert un nouveau carnet que j'avais acheté des semaines auparavant sans savoir exactement pourquoi. Et j'ai écrit une seule ligne, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai écrit, le silence qui m'a sauvé n'était pas celui d'avant. C'était celui-ci. Et j'ai refermé le carnet. Dehors, la ville continuait son bruit. La même ville qui m'avait accueilli avec 2 valises et un contrat signé et aucune certitude de ce qui allait arriver. Mais je n'étais plus le même homme qui était arrivé. Et ce qui restait à découvrir était quelque chose que ni Stéphane, ni David, ni Ézéchiel ne savaient. Quelque chose qui allait changer une dernière fois la façon dont je comprenais tout ce que j'avais vécu. J'étais dans ce pays depuis presque 3 mois quand la vie a commencé à avoir une texture différente. Ce n'était pas un changement dramatique. Ce n'était pas un moment précis où je me suis réveillé et tout était différent. C'était quelque chose de plus graduel, de plus honnête. Comme quand l'hiver cède la place sans que l'on remarque le jour exact où le froid a commencé à se relâcher. Soudain, il fait juste moins froid, puis un peu moins. Et puis un jour, vous réalisez que vous ne le sentez plus. C'est comme ça que ça s'est passé. Le travail m'avait donné une structure que, à un autre moment de ma vie, j'aurais considéré comme de la routine, mais que je reconnaissais maintenant comme quelque chose de plus précieux que cela. C'était une stabilité construite par moi, pour moi, sans avoir à la négocier avec qui que ce soit ni à la justifier devant qui que ce soit. Je me levais avec l'envie d'aller au bureau. L'équipe travaillait bien. Les résultats du premier trimestre avaient dépassé les prévisions initiales et l'entreprise l'avait remarqué. Le directeur régional m'a appelé dans son bureau un matin et m'a dit qu'ils envisageaient d'étendre mes responsabilités, qu'il y avait un nouveau poste en développement, quelque chose entre coordinateur senior et directeur adjoint des opérations. Et que mon nom avait été le premier à surgir dans la conversation. Le salaire qu'il a mentionné était de 12 000 € par mois. Je suis resté immobile une seconde avant de répondre. Non pas par surprise exactement, mais parce que dans cette seconde, je me suis involontairement souvenu de la voix d'Adeline me disant que 500 € pour un homme de mon âge était insuffisant, le disant avec ce ton de compassion épuisé. Comme si mes limitations étaient un fardeau qu'elle portait par amour. Et là j'étais, à 12 000 €, dans un pays qui n'était pas le mien, avec une équipe qui me respectait, avec une vie que j'avais construite de toutes pièces en moins de 90 jours. J'ai dit au directeur que j'étais très intéressé, que j'y réfléchirais sérieusement et que j'aurais une réponse formelle avant la fin de la semaine. J'ai quitté ce bureau avec un calme qui, à l'extérieur, semblait le même que toujours, mais qui, à l'intérieur, était quelque chose de complètement différent. C'était de la fierté, non pas la fierté gonflée de quelqu'un qui a besoin que les autres le voient, mais cette fierté tranquille et privée que l'on ressent quand on se prouve quelque chose dont on ne savait pas pendant longtemps si l'on était capable de le prouver. Cet après-midi-là, j'en ai parlé à Stéphane au déjeuner. Il a souri de sa manière discrète, presque invisible. Surpris, a-t-il demandé un peu. Je l'admets, ai-je dit. Vous ne devriez pas l'être, a-t-il dit. Vous êtes bon dans ce que vous faites depuis 11 ans. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant vous êtes dans un endroit où cela compte. Je n'ai rien dit, mais cette phrase m'est restée toute la journée. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant vous êtes dans un endroit où cela compte.
Comme c'est simple. Comme c'est exact. Pendant 9 ans, j'avais été le même homme avec les mêmes capacités, le même engagement, la même façon de travailler. Ce qui avait changé n'était pas moi. C'était l'environnement. C'était l'espace. C'était l'absence de quelqu'un qui s'était dévoué à me faire sentir que ce que j'apportais n'était pas suffisant. Cette nuit-là, dans l'appartement, je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de café et je me suis permis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, penser à l'avenir. Non pas aux documents, non pas au processus légal, non pas à Adeline, ni à Hortense, ni à Raphaël, non pas à ce que j'avais perdu, ni à ce que j'avais récupéré, mais à ce qui allait arriver. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, penser à l'avenir ne m'a pas causé d'anxiété, cela m'a causé de la curiosité. C'était exactement 4 jours après cette conversation avec le directeur que quelque chose d'inattendu s'est produit. Stéphane est venu travailler avec une expression que j'avais déjà appris à reconnaître. Ce mélange de sérieux et de prudence de quelqu'un qui apporte quelque chose dont il ne sait pas exactement comment cela va finir. Il m'a de nouveau demandé de déjeuner seul. Quand nous nous sommes assis, il a mis plus de temps que d'habitude à commencer. Je lui ai demandé directement ce qui n'allait pas. Il m'a regardé un instant et a dit, « Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire avant. » Je sais. J'ai attendu parce que je n'étais pas sûr que ce soit à ma place de le dire, mais après tout ce qui s'est passé et après vous avoir vu là où vous êtes maintenant. Je pense que vous méritez de savoir. Je l'ai regardé en silence, attendant. Stéphane a pris une lente inspiration et m'a dit quelque chose qui a changé une dernière fois la façon dont je comprenais tout ce que j'avais vécu. Il m'a dit qu'il n'était pas venu à ce travail par hasard. Il m'a dit qu'il y a 8 ans, lui aussi était sorti d'une situation très similaire à la mienne. Un long mariage, une femme qui l'avait lentement diminué, une trahison qu'il avait découverte tard, un processus douloureux qu'il avait laissé sans rien pendant un temps. Il m'a dit que quand il était venu dans cette entreprise, il se reconstruisait, que le travail l'avait sauvé au sens le plus littéral du mot, qu'il avait appris avec le temps et beaucoup d'efforts à faire à nouveau confiance à son propre jugement. Je l'ai écouté sans l'interrompre, et puis il m'a raconté la partie que l'on n'attendait pas. Il m'a dit que le contact qu'il avait mis en relation avec moi, la personne qui lui avait donné mon nom et lui avait dit qu'il y avait un homme dans une autre ville qui avait besoin d'une opportunité et valait la peine qu'on lui en donne une. Ce n'était pas quelqu'un de l'industrie. C'était Ézéchiel. Je suis resté complètement immobile. Ézéchiel vous a contacté avant de m'appeler, ai-je demandé. Stéphane a hoché la tête. Il a expliqué qu'Ézéchiel, en cherchant à me trouver, avait trouvé la connexion avec Stéphane via des réseaux professionnels, qu'avant de me localiser directement, il avait parlé avec Stéphane pour comprendre si j'étais le type de personne qui méritait ce qu'il était sur le point de me révéler. Qu'il avait voulu s'assurer que s'il me donnait cette information, je serais dans un endroit où je pourrais bien l'utiliser et non dans un endroit où cela me détruirait. Et que dans cette conversation, Stéphane lui avait dit quelque chose à propos du poste disponible dans l'entreprise et Ézéchiel avait dit alors, dites-lui et si vous pouvez lui ouvrir une porte. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine que je ne pouvais pas nommer immédiatement, ce n'était pas de la surprise exactement, c'était quelque chose de plus profond, c'était le sentiment de découvrir qu'au milieu de tout ce qui avait semblé chaotique, douloureux et arbitraire, il y avait eu une structure invisible, une chaîne de décision de personnes qui ne devaient rien et qui avaient néanmoins choisi d'agir avec décence. Ézéchiel qui aurait pu se taire pour protéger son fils. Stéphane qui aurait pu me traiter comme un employé parmi d'autres sans se mêler de quoi que ce soit. David qui avait travaillé avec une précision et un dévouement qui allaient au-delà d'un contrat professionnel. Aucun d'eux n'avait l'obligation de faire ce qu'ils ont fait. Et pourtant, j'ai demandé à Stéphane pourquoi il me le disait maintenant et non avant. Il a dit qu'au début il ne savait pas si c'était pertinent, qu'il ne voulait pas que je sente que mon histoire ici avait été montée, qu'elle n'était pas réelle, que le terrain que j'avais foulé était artificiel, qu'il voulait que je le vive d'abord, que je le construise d'abord. Et que quand je serais solide, je saurais d'où était vraiment venue la première pierre. Et maintenant vous êtes sûr que c'est solide, ai-je demandé. Il m'a regardé avec son expression habituelle. 12 000 € par mois en moins de 3 mois, a-t-il dit. Je dirais que oui. Cet après-midi-là, en rentrant à l'appartement, j'ai marché plus lentement que d'habitude. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de traiter tout ce que Stéphane m'avait dit d'une manière qui ne soit pas seulement dans ma tête. J'ai pensé à Ézéchiel appelant Stéphane avant de m'appeler. Évaluant, s'assurant, non par méfiance envers moi, mais par sollicitude pour moi.
Comme quelqu'un qui comprend que donner des informations sans donner aussi un endroit où atterrir peut faire plus de mal que de bien. J'ai pensé à Stéphane gardant ce secret pendant des mois. Attendant le bon moment. J'ai pensé à toute la chaîne et j'ai pensé à Adeline me disant de disparaître. Ces deux mots qu'elle avait prononcés comme une condamnation étaient devenus, sans qu'elle le sache, la clé qui avait tout ouvert. Si elle ne m'avait pas dit de disparaître, je n'aurais pas signé ce contrat cette nuit-là. Si je n'avais pas signé un contrat, je ne serais pas venu dans ce pays. Si je n'étais pas venu dans ce pays, Stéphane ne m'aurait pas parlé d'Ézéchiel. Si Ézéchiel ne m'avait pas appelé, je n'aurais jamais su pour les comptes, pour la société, pour Hortense. Je serais revenu en rampant comme elle l'avait prédit, sans rien savoir, sans rien récupérer, convaincu que cette vie diminuée était ce que je méritais. Cette nuit-là, j'ai appelé Ézéchiel pour la dernière fois. Je lui ai raconté ce que Stéphane m'avait révélé. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Et puis Ézéchiel a dit avec cette voix posée que je sentais déjà familière, ce que vous avez fait avec ce que nous vous avons donné compte plus que ce que nous vous avons donné. Les portes sont inutiles si la personne de l'autre côté n'a pas le courage de les franchir. Je ne savais pas quoi dire. Alors je lui ai juste dit que je me souviendrai toujours de lui. Vivez bien Rémi, a-t-il dit, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et il a raccroché. Je suis resté au centre de l'appartement, le téléphone à la main et le silence tout autour. Un silence complètement différent de celui de cette première nuit à l'hôtel où je ne savais pas quoi faire de l'immobilité. Ce silence était le mien. Je l'avais gagné. Et ce qui allait venir dans le dernier chapitre de l'histoire était quelque chose que je n'avais pas encore raconté. Quelque chose qui s'est passé juste avant que tout cela ne se mette en place. Quelque chose qui a fermé le cercle d'une manière qu'aucun de nous n'avait anticipé. C'était 4 jours avant que cela ne fasse 3 mois que j'étais arrivé dans ce pays avec 2 valises et un contrat signé. Je le sais parce que je l'avais marqué sur le calendrier, non pas comme une célébration exactement, mais comme un moyen de mesurer, d'avoir un point de référence concret qui me dirait jusqu'où j'étais allé en combien de temps. 3 mois. En 3 mois, j'avais dissous un mariage de 9 ans. J'avais récupéré plus de 43 000 € qui avaient quitté un compte joint sans que je le sache. J'avais obtenu un poste qui plus que doublait ce que je gagnais auparavant. Et j'avais découvert que l'homme que j'étais, celui qui avait été silencieux et diminué pendant presque une décennie, était toujours là, intact, attendant juste que quelqu'un lui donne l'espace pour exister. Ce quelqu'un avait dû être moi. C'est au cours de ces 4 derniers jours que la pièce manquante, celle qui a fermé le cercle, est apparue. Adeline m'a appelé. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait depuis l'appel vidéo. Il y avait eu des appels auxquels je n'avais pas répondu, des messages que j'avais lus sans répondre, un long email que David avait examiné avant moi et m'avait recommandé de ne pas répondre directement mais de laisser le processus légal suivre son cours. Mais cet appel est venu après que tout ait été signé, après que les documents aient été clos, après que légalement il n'y ait plus rien en suspens entre nous et quelque chose en moi a décidé de répondre. Non pas par faiblesse, non pas par nostalgie, mais parce que je sentais que cette conversation était la dernière pièce, celle qui manquait pour que je puisse clore cela pour de vrai. Non seulement sur papier, mais quelque part plus profondément où les papiers n'atteignent pas. J'ai répondu. Bonjour, ai-je dit. Un bref silence à l'autre bout. Bonjour, a-t-elle dit. Sa voix était différente. Elle n'avait pas son contrôle habituel. Elle n'avait pas cette couche de sécurité qui avait été sa caractéristique pendant toutes les années où je l'avais connue. Elle semblait plus petite, pas faible. Adeline ne sonnerait jamais faible parce que ce n'était pas dans sa nature, mais plus honnête, comme si elle avait lâché quelque chose qu'elle portait depuis longtemps et que son corps ne s'était pas encore habitué au poids manquant. Elle m'a dit qu'elle n'appelait pas pour se disputer, qu'elle n'appelait pas pour réclamer quoi que ce soit, que tout le légal était déjà clos, et elle l'acceptait. Je lui ai dit que c'était bien. Il y a eu un silence, puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle m'a dit qu'elle était désolée, sans détour, sans constructions élaborées, sans ce genre d'excuses qui sont en fait une justification déguisée. Juste ces 3 mots directs avec un poids que je reconnaissais comme sincère. Parce que je la connaissais assez longtemps pour savoir quand quelque chose était vraiment difficile pour elle. Je suis resté silencieux un instant. Je lui ai demandé de quoi elle était exactement désolée, non pas avec cruauté, mais avec la question honnête de quelqu'un qui veut comprendre, pas quelqu'un qui veut infliger de la souffrance. Adeline a pris quelques secondes. Elle m'a dit qu'elle était désolée de m'avoir diminué. Qu'avec le temps,
en regardant tout de l'extérieur, elle avait commencé à voir des choses qu'elle n'avait pas voulu voir de l'intérieur, qu'elle avait confondu le fait de se sentir puissante avec le fait de me faire sentir petit. Et ce n'était pas de l'amour. Qu'elle le savait. Même si à l'époque elle s'était dit le contraire. Elle m'a dit que l'affaire des comptes avait été une erreur. Que le temps, elle l'avait rationalisé de toutes les manières possibles. Qu'elle s'était convaincue que c'était de la prudence. C'était de la protection. Que c'était ce que toute femme intelligente ferait dans sa situation. Mais que lorsque les documents étaient sur la table et qu'il n'y avait aucun moyen de continuer à construire l'histoire autrement. Elle s'était vue clairement pour la première fois depuis longtemps et elle n'avait pas aimé ce qu'elle voyait. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, il y a eu un long silence. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me dise cela, que ce n'était pas facile et que je le savais. Que ce qui s'était passé m'avait blessé d'une manière que je traitais encore et que je continuerais probablement à traiter pendant un certain temps, mais que je ne nourrissais aucune colère, non pas parce que j'étais un saint, mais parce que la colère que j'avais ressentie avait rempli son rôle. Elle m'avait donné la clarté dont j'avais besoin pour agir. Et une fois que j'avais agi, la colère n'avait plus rien à faire. Adeline est restée silencieuse un instant. « Tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé, et c'était étrange de l'entendre poser cette question. Étrange, mais pas mal. Oui, lui ai-je dit. Je vais bien, vraiment. Je suis contente, a-t-elle dit. Et il semblait qu'elle le pensait. Avant de raccrocher, elle m'a dit une dernière chose. Elle m'a dit que la nuit où elle m'avait dit de disparaître, elle l'avait dit en croyant que c'était un moyen de me faire pression. Qu'elle s'attendait à ce que je réagisse, à ce que je discute, à ce que je reste, même si c'était en me battant. Que lorsque j'avais répondu, peut-être, et fermé la porte, c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'elle sentait que quelque chose lui échappait vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que tu en étais capable. Moi non plus, ai-je répondu. Jusqu'à ce que je le fasse. Nous avons raccroché. Je me suis assis sur le canapé de l'appartement un long moment, le téléphone posé sur mon genou et mon regard fixé nulle part en particulier. J'ai pensé à tout ce qui avait commencé avec sa phrase « disparaît ». Comme c'est ironique que l'ordre qui était destiné à être une démonstration de pouvoir ait fini par être la clé qui m'avait tout ouvert. Que la certitude que je reviendrais en rampant avait été exactement le carburant qui m'avait poussé à ne pas revenir. Que le « peut-être » que j'avais dit presque sans réfléchir avait contenu, sans que je le sache à ce moment-là, une promesse que j'ai ensuite dû me tenir à moi-même avant tout le monde. Cette nuit-là, je suis allé me promener, sans destination, juste une promenade. La ville à cette heure-là avait ce rythme calme que j'avais aimé dès le début. Des gens rentrant chez eux, des restaurants avec leurs portes ouvertes, le doux bruit de la circulation mêlé à des conversations que je ne comprenais pas entièrement. Mais qui sonnaient comme une vie normale. Et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai marché pendant presque une heure et à un moment donné de cette promenade, sans qu'il y ait un instant précis que je puisse désigner, j'ai senti quelque chose finir de s'installer en moi. Non pas dramatiquement, sans musique, sans révélation, sans le genre de conclusion que l'on voit dans les films où tout est parfaitement résolu et les bords sont nets. Juste un ajustement interne silencieux, comme lorsqu'une vertèbre qui a été légèrement déplacée pendant longtemps se remet en place et que tout le corps respire différemment, même si l'on ne peut pas expliquer exactement pourquoi. C'est comme ça que je me sentais. De retour à l'appartement, j'ai ouvert un carnet où quelques semaines auparavant j'avais écrit cette ligne sur le silence. Je l'ai lu une fois et en dessous, j'ai écrit autre chose. J'ai écrit, je ne suis pas revenu en rampant. Je ne suis pas revenu du tout parce qu'il s'avère que partir n'est pas toujours une fuite. Parfois, partir est le seul chemin qui mène à quelque chose qui en vaut la peine. J'ai fermé le carnet, je me suis préparé à me coucher, et avant d'éteindre la lumière, je suis resté un instant à regarder le plafond avec ce nouveau calme qui me surprenait encore un peu chaque fois que je le ressentais. J'ai pensé à Ézéchiel, qui avait choisi la décence alors que le silence aurait été beaucoup plus facile. J'ai pensé à Stéphane qui avait patiemment gardé une vérité jusqu'à ce que le moment soit propice. J'ai pensé à David qui avait bâti un dossier solide avec la même précision qu'un architecte construit quelque chose qui doit durer. J'ai pensé à eux tous et j'ai pensé à moi. À l'homme qui avait quitté cette maison avec 2 valises et peut-être, qu'il ne savait pas encore ce qu'il signifiait. Qui avait signé un contrat dans un moment de clarté qu'il n'avait pas eu le temps d'analyser, mais que son corps avait reconnu comme juste avant sa tête.
Qui avait écouté un étranger au téléphone parce que quelque chose dans sa voix lui disait que cela valait la peine d'écouter? Qui avait gardé son calme quand tout en lui voulait réagir parce qu'il comprenait que le calme était son outil? Plus puissant, il était arrivé dans un pays étranger sans certitude et avait construit quelque chose de réel avec ses propres mains, son propre nom, son propre travail. Cet homme avait toujours été là, attendant simplement l'espace pour exister. Et à la fin, paradoxalement, cet espace lui avait été donné par la personne qui avait fait le plus pour le réduire. Avec 2 mots, disparaît. J'ai éteint la lumière et j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des années. Parce que j'ai appris quelque chose dans tout cela. Quelque chose qui ne figure dans aucun manuel et que personne ne peut vous enseigner avant de le vivre. Que le moment où quelqu'un vous sous-estime avec une certitude absolue que vous ne pouvez pas, ce moment, si vous l'utilisez bien, est le plus puissant que vous aurez jamais dans votre vie, non pas pour prouver quoi que ce soit à cette personne, mais pour le prouver à vous-même. Et ce que vous prouvez à vous-même en silence, sans public, sans applaudissements, sans personne pour vous regarder, est la seule chose qui ne peut vraiment pas vous être enlevée. Personne n'allait me l'enlever. Ni Adeline, ni Hortense, ni personne. C'était à moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais aussi à moi.